merci. Je suis content d'être là aujourd'hui et puis en face de vous et de mes collègues. Et donc, je vais parler des aplasies médulaires d'allure constitutionnelle. C'est ce qui m'a été demandé. Alors, juste pour introduire, bon, je ne vais pas revenir sur l'aplasie médulaire. Juste 2 points. Le premier, c'est que la part des aplasies médulaires d'origine génétique est de plus en plus élevée. On a tendance à dire que c'était 10%, 5%. Alors, tout dépend du dénominateur. Évidemment, c'est pour ça que nous, on s'est toujours refusé à faire des statistiques. Mais enfin, en gros, il y a beaucoup de maladies génétiques et il y en a de plus en plus, y compris chez les patients pas jeunes, et y compris chez ceux qui se présentent sans forme familiale. Donc, on va pas... C'est une histoire qui ne va pas se régler comme ça en quelques années en séquençant tous les patients en se disant on va trouver ce qu'ils ont et les autres sont idiopathiques. C'est pas si simple. Puis deuxièmement, c'est une génétique qui est importante parce que effectivement ça impacte le traitement. Vous avez vu la question de Régis. Nous, c'est chaque RCP moléculaire, chaque RCP aplasie, et puis c'est pareil au RCP moléculaire du reste de l'hémato, les questions se posent, on est tombé sur un variant somatique, est-ce qu'il est constitue ou pas, est-ce que le donneur, il faut l'éliminer, est-ce qu'on met un traitement SAL en route ou pas, et il y a besoin d'un rendu rapide que pour l'instant on ne sait pas bien faire. Surtout qu'en hémato, on a des soucis de variants somatiques, et donc on est souvent amené à faire de la peau, et la peau ça prend du temps, enfin quand on la met en culture. Et après, on est dans le cas d'une maladie génétique, avec tout ce qui va avec, le suivi, le family counseling, le screen des cancers, parce qu'ils ont tous des prédispositions au cancer. Mais il y a 2 dimensions, une dimension diagnostique et conduite à tenir, puis une dimension long terme qui est un petit peu différente. Alors, la particularité, je pense, de l'hématologie, c'est qu'on est dans un système d'un organe, d'un tissu liquide, hautement évolutif. Donc, il y a une histoire naturelle de la moelle osseuse, la bone marrow, dans ces IBMF, dans les Inherited Bone Marrow Failure, et qui est liée au fait que, comme on est dans un système d'hématopoïèse déficiente, un clone qui va être plus fit qu'un autre, parce qu'il a évolué clonalement, va avoir un avantage sélectif. Donc il y a ce que les Américains appellent un shift clonal. Donc on parle d'une mutation germline, qui est ici, avec un pool. Les patients rentrent en aplasie, et il faut savoir que toutes les aplasies, quelle qu'en soit la cause, même si c'est idiopathique, il y a un risque accru par manque de compétition des cellules normales, et donc un avantage acquis, il y a un appel d'air pour des clones, d'évoluer vers une aplasie, la présence de clones qui peut être une hématopoïèse clonale, ce qui ne veut pas dire myodysplasie ou leucémie, mais en tout cas de l'émergence des clones, et ça pose une problématique de diagnostic, et puis également évidemment le risque d'évoluer vers une leucémie secondaire, une myodysplasie secondaire, qui ont toutes un peu des caractéristiques communes. Enfin, disons, il y a un tronc commun, elles ne sont pas toutes identiques, mais très souvent, ces leucémies sont un peu myodysplasiques, donc il y a des signes de dysplasie qui ne signent pas un excès de blast, mais qui montre qu'il y a des cytopénies, et le reflet, enfin à l'origine des cytopénies. Il y a un pourcentage de blast dans les leucémies qui est souvent plus faible, c'est des leucémies possiblastiques, c'est des leucémies compliquées. Quand on a tendance à se dire c'est une aplasie ou c'est une leucémie, mais non, quand on discute avec les cytogistes, il y a un petit excès de blast, mais dans une moelle pauvre, donc le pourcentage n'est pas facile. Il y a un fond de dysplasie qui fait que c'est dur à interpréter, ainsi de suite. Donc on n'est pas dans de la biologie très simple. Et puis les anomalies chromosomiques et les mutations qui s'accumulent et qui peuvent faire aller vers une leucémie ne sont pas celles des leucémies de novo. On ne voit pas des 8-21, des PMLR. C'est des anomalies qu'on ne comprend pas bien, des monosomies 7, des trisomies 8, des mutations de P53, ça on comprend mieux, des carotides complexes. Donc il y a ce tronc commun de leucémie d'allure secondaire qui est ce qu'on voit dans ces pathologies-là. Et puis, il y a aussi ce dont tu as parlé tout à l'heure, Anna, et on a reparlé un petit peu, et puis ça existe aussi dans les dyskératoses, probablement le Schwachman, enfin d'autres pathologies, c'est le fait que ces patients peuvent reverter, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance à muter, ils peuvent muter leur mutation, ils se corrigent, ils vont quelque part s'auto-greffer. Et ça c'est pas énormément de patients, on met 15%, mais ça c'est une série de patients un peu âgés, peut-être un peu moins la reversion complète, qui masse le diagnostic, mais quand même ça existe. Et du fait même que ça existe, ça veut dire qu'on se pose toujours la question, si le résultat est négatif, de savoir est-ce qu'au fond c'est pas un patient qui a reverté, et c'est vrai aussi pour les donneurs. Quand vous avez un donneur de moelle d'un Fanconi qui est petit, on se dit est-ce qu'il n'est pas Fanconi? Si le test de cassure est négatif, on se dit est-ce qu'il n'est pas revertant? Et on n'a quand même pas très envie de greffer avec une moelle revertante. Donc ça veut dire qu'au diagnostic, on est dans une situation où selon le moment où vous voyez le patient, il peut être à n'importe quel stade de tout ça. Il peut être au début avec une mutation uniquement germline, mais on dit germline, mais en fait on n'est jamais germline. On est germline à la cellule 1. Puis au fur et à mesure que les cellules divisent, dès la deuxième division, elle commence à accumuler des mutations. On fait quelques mutations à chaque division pendant toute sa vie. Et donc on accumule les mutations, on accumule des clones, on est clonaux. Et donc quand on va
séquencer des cellules, en l'occurrence du tissu hématopoïétique, on séquence ça et on ne sait pas où on en est. Et donc ça pose des problématiques parce qu'on ne sait pas si on est constitutionnel, somatique, quand on séquence et puis nous, ça nous intéresse de regarder quelles sont les mutations somatiques qui sont apparues, parce que je vais en parler après, mais ça peut pointer le doigt sur une pathologie. Si vous avez une mutation RUNX1 secondaire, ça peut être dû à une mutation RUNX1 primaire ou une mutation le deuxième allèle. C'est pareil pour DDX41. Un DDX41 somatique signe quasiment un DDX41 constitutionnel, et ainsi de suite. Donc c'est important de faire la part des choses. Et voilà pourquoi, sur le modèle du Fanconi, on avait publié là-dessus il y a une quinzaine d'années, on s'était rendu compte qu'il y avait cette problématique. On a pris l'habitude, mais qui est très lourde en termes de travail, mais de systématiquement demander de la peau. Alors, souvent les gens ne comprennent pas, parce qu'on leur dit, mais vous ne pouvez pas commencer par séquencer le sang, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour nos labos aussi. Hein. C'est très demandeur de temps, il faut mettre les cellules en culture, ça prend 8 semaines, mais ça permet de trancher. Alors, la petite concession qu'on a faite à Régis, c'est de dire on ne va pas attendre la peau, on va séquencer le sang ou la moelle, on lance la peau, et s'il faut, si on a un doute, on pourra reséquencer après la peau et faire la part des choses, et donc on gagne 2 mois, parce que c'est 7-8 semaines le temps qu'on fasse les séquences à la fin. Alors, donc, c'est muni finalement de ces approches-là qu'au centre de référence, on explore les patients avec cette vertu des centres de référence, c'est qu'on reçoit beaucoup de patients, donc on finit par avoir des séries importantes. Donc il y a l'argument du nombre de patients qui permet de mieux comprendre les choses et d'avoir plus d'expérience. Et puis on a ce panel de gènes, mais ce panel également d'experts, cliniciens, biologistes, avec vraiment une valeur prédictive. Moi, j'ai toujours trouvé d'un bon examen clinique qui est extrêmement élevé, prédictif positif ou négatif. Donc tous autour de la table, on arrive à trancher, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, et puis ça permet évidemment de faire de la recherche. Alors, la cause la plus fréquente, et ça reste vrai, de l'insuffisance médulaire et des myodysplasies, puisque c'est consubstantiel, hein, si vous êtes aplasique, vous avez un risque d'insuffisance médulaire, vous pouvez être aplasique à un moment, leucémique à un autre moment. Donc ces diagnostics, pour moi, ne se séparent pas. Et la maladie de Fanconi. Alors la maladie de Fanconi, pourquoi on connaît peut-être un peu plus sur cette maladie, c'est qu'elle est d'abord la plus fréquente, elle n'est pas exceptionnelle du tout. Tout pédiatre hémato a vu et va suivre des patients Fanconi. D'autres sont quand même beaucoup plus rares, vous voyez. Et puis, deuxièmement, on a un phénotype cellulaire, le fameux phénotype dont on parlait tout à l'heure, qui est les cassures chromosomiques. Alors, j'arrive pas à trouver la souris. Enfin bon, elle est compliquée, mais vous voyez les cassures au milieu. Et ça, c'est un phénotype qui reste extrêmement fiable. C'est-à-dire une image, comme je vous ai montré là, sauf des conditions très très particulières post-traitement et ça, mais enfin, on sait, c'est pathognomique. Donc on sait dire c'est un Fanconi, c'est pas un Fanconi, et puis on a développé des tests sur la peau qui permettent de le faire aussi. Donc on a une valeur, une spécificité extrêmement forte de ces tests qui ont permis d'établir des règles. Et donc je vais être bref sur le Fanconi, mais au cours de ces dernières années, on a établi une sorte de modèle de progression. Donc là, on rebascule dans la génomique. Aujourd'hui, c'est génomique, génétique, mais y compris somatique. Donc dans la génomique de progression, on a une vision assez claire maintenant de comment un patient peut progresser. C'est la voie canonique, c'est-à-dire qu'il y a des voies alternes, mais sur cette base, on a pu prédire, et on est en train de revoir ça maintenant de façon extrêmement rigoureuse sur les données de patients, mais des algorithmes de traitement, de dépistage, de surveillance. Ça, c'était un travail qu'on avait fait avec Régis et les autres, l'ensemble des participants il y a quelques années, et voilà, qu'on est en train de confirmer. Alors, là, je vous ai mis une diapo d'évolution clonale dans un cadre de neutropénie congénitale. En fait, on peut décliner chacune des causes d'aplasie sur ce modèle-là. C'est-à-dire, pour chacune des causes d'aplasie, c'est quelle est l'histoire naturelle germline, et puis comment les patients vont progresser. Et on voit qu'ils ne progressent pas tous pareil. Par exemple, une neutropénie congénitale, ce qu'ils vont faire, c'est des clones CSF3 récepteurs. Ils vont stimuler leurs récepteurs. Ça ne leur donne pas des cancers, mais ça permet peut-être de tenir un petit peu jusqu'au moment où ils vont développer ou pas un clone qui généralement sera RUNX1. Vous voyez, ça c'est pour les patients qui sont ELAN. Les Schwarzman, il y a des travaux récents et puis en cours à Trousseau et à la Pitié qui montrent que le Schwarzman, ce qu'il fait, c'est qu'il va développer des clones P53 qui au début sont très minoritaires, et puis dans certains cas qui vont partir vers une mosomycète et puis une leucémie aiguë. Donc ils n'évoluent pas de la même façon. Les RUNX1,
font des thrombopénies, puis finissent par faire une leucémie myéloïde avec une mutation de deuxième Alan-Rank-Swan ou d'un gène qui s'appelle CDC45, qui est un gène compensateur en aval, plutôt au Japon pour des raisons probablement ethniques, et donc ils vont évoluer différemment. Mais c'est sûr que si vous trouvez une mutation CDC45A, vous dites probablement je suis chez un Rank-Swan. Vous voyez, donc tout ça aide, et je pense que c'est important de garder cette vision somatique chez les patients. Alors, pour ce qui est du constitutionnel, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de cas qui n'étaient pas compris, qui n'étaient pas maîtrisés, y compris une fois qu'on avait mis tout un tas de tests fonctionnels. Et donc c'est pour ça que maintenant, il y a 3-4 ans, on avait commencé cette étude que je vais vous exposer un petit peu, parce qu'elle montre bien voilà ce qu'on peut faire, je pense, avec des exos. Et donc, on avait sélectionné les patients qu'on avait reçus. En tout cas, on avait reçu des prélèvements, y compris de la peau. Vous savez que nous, on demande systématiquement, on tient fort là-dessus, on veut de la peau parce que ça évite tout un tas de pièges. Et donc, on a repris tous ceux pour lesquels on avait effectivement des fibroblastes, qui avaient une origine qui était bien prouvée, bonnement fait et puis qui était likely inherited, comme on a dit. Pourquoi ? Parce que soit il y avait des signes physiques associés, donc il y avait une présentation syndromique, et où ils avaient une histoire familiale, mais ce n'est pas la majorité des cas, c'était peut-être un tiers des patients. De maladies familiales hématologiques, ou alors ils étaient tout très jeunes, c'est quand même atypique de faire une aplasie en dessous de 2 ans, on s'est dit il doit y avoir beaucoup de génétique chez ceux-là. Et donc on a pris tous ces patients pour lesquels on avait la peau, et on a voulu en mettre beaucoup, et parce que c'est une démarche qu'on a en génétique somatique, c'est qu'on aime bien, on n'a pas de trio et de choses comme ça, vous voyez. Donc ce qu'on aime bien, c'est compenser ça par le nombre. Et si on sait, donc là il y avait 179 patients, qu'on a des exomes sur 179 patients, en se disant, s'il y en a dans tous ces variants, on va regarder après s'il y a de la récurrence de gènes qui n'étaient pas connus. Et effectivement, ça marchait. Alors, juste pour vous dire, donc ça c'est caractérisé, enfin c'est publié, hein, mais donc ils avaient tous des pancytopénies, il y avait de la dysplasie quand même dans 43% des patients, chez 43% des patients, au stade où on l'a vu, hein, ils auraient été plus tôt, on n'aurait peut-être pas vu, plus tard ils seraient peut-être en leucémie. Et puis, une histoire familiale dans 38% des cas, mais revisitée. C'est-à-dire, effectivement, on trouve qu'il y avait un oncle, un frère, enfin voilà. Et puis, les anomalies physiques, si on les regarde finement, par exemple, les Schwarzman qu'on a trouvés, Thierry, quand tu as regardé, oui, mais bien sûr, c'est Schwarzman. Et c'est vrai, quand c'est vu par quelqu'un qui connaît très bien, c'est différent. Alors, du coup, on a fait des exomes et on est retombé sur un ensemble de gènes, alors qu'on a passé énormément de temps à revoir. On a fait des RCP moléculaires, on a revu les dossiers, mais bon, finalement, on a classé ces patients et ces mutations par les critères de la CMG, et puis en discutant en clinique. Et finalement, on a un diagnostic qui était causal ou likely causal. On a gardé likely causal parce qu'on voulait faire un ensemble de mutations. Ce n'était pas un diagnostic qu'on rendait patient par patient, c'était faire un landscape global des IBMF, et on est tombé sur des gènes connus et des gènes pas connus. Alors, le plus fréquent, c'était SAMD9, SAMD9L. Alors, au moment où on est tombé dessus, ce n'était pas connu du tout. Donc, voilà, on arrive sur des variants, et puis on tombe sur des variants d'un gène qu'on ne connaît pas. Et puis, alors il faut les garder, pas les garder, est-ce que c'est un polymorphisme, facilitateur ou pas. Et donc on a sorti les dossiers à l'époque, c'était avec Olivier Buteau et Marie Sébert. Et puis, premier dossier, monosomicète, deuxième dossier, monosomicète, troisième dossier, monosomicète, quatrième dossier, ainsi de suite, qui était complètement différent des autres dossiers. Et donc ça, c'est la force de la clinique, c'est qu'on a corrélé un groupe de patients avec une mutation donnée, qu'on ne retrouvait pas dans la population générale, avec un phénotype. Et ça, c'est une vraie démarche clinique, vous voyez. Et à l'arrivée, ça a permis de définir un syndrome, bon, qu'on n'a finalement pas été les premiers à publier, mais peu importe, quoi. Et il y avait cette notion-là. Et donc, ces gènes, alors en 2 mots, hein, ça sert à quoi? On ne sait pas très bien. C'est un gène qui est impliqué sur la voie de la réponse à l'interféron. C'est un gène qui est muté positivement, et donc qui va être délétère pour les cellules souches. Et en fait, quand les patients font une monosomicète, ils perdent leur allèle muté. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas trouvé. Et plusieurs patients de notre série avaient été séquencés sur le sang dans des grands endroits de génétique en exome, et où rien n'a été trouvé, ce qui est normal, on ne peut pas l'en vouloir. C'est juste, en fait, c'était revertant. Vous voyez, donc la mutation était perdue. Et d'où l'intérêt de travailler sur un tissu non hématopoïétique pour une maladie hématologique, finalement. Alors, le deuxième groupe de patients, on les a regroupés comme ça en gènes des télomères. Alors, c'est pareil, certains, on aurait pu le deviner a posteriori, mais pour certains, le tableau n'était pas syndromique. Et c'est un des grands... comment dire, c'est un des apports de cette étude, même si ce n'est pas le plus flamboyant, c'est que tout à fait comme ce que disait Christine Bayanet tout à l'heure, au fond, il y a un biais vers les hyperphénotypes. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui a un phénotype dyskératose, vous cherchez les gènes de la dyskératose, vous trouvez souvent.
un patient qui n'a aucun signe de dyskératose, il y a quelques années, on n'avait pas le séquencé en Sanger pour tous les gènes de dyskératose. Donc c'est-à-dire qu'on a élargi les phénotypes, et là je parle vraiment de diagnostics dont on est bien certain, hein, où les mutations sont causales, mais vous voyez, ça détend les règles des corrélations cliniques. Le troisième groupe de patients, c'est les patients qui avaient des gènes hématopoïétiques. On a trouvé des GATA2, des RUNX1 qui avaient des présentations purement pancytopéniques, ce qui était un petit peu différent, ça bougeait les règles également. Et puis des gènes moins attendus, alors des SBDS de gens qui n'étaient pas jeunes. Donc on a trouvé 4 ou 5 comme ça, qui étaient, après Jean les a revus. Vous voyez, alors quand on cherche, effectivement, ils avaient une diarrhée chronique ou des anomalies pancréatiques a posteriori, mais ça veut dire qu'on peut être guidé également par la génétique et pas uniquement l'inverse. Et donc vous ne comprenez même pas, je suis bien que je ne suis pas en train de dire que la génétique c'est mieux que la clinique, mais les deux doivent vraiment travailler ensemble. Voilà. Et puis des gènes de réponse au DNA damage, en particulier un gène qui s'appelle ERCC6L2. Donc je vais revenir parce qu'ils sont prototypiques sur 3 causes qui sont seldom, c'est-à-dire qu'on rencontre peu fréquemment, mais qu'on va rencontrer de plus en plus, parce que maintenant on les connaît. Donc les premiers, c'est MECOM. Donc MECOM, il y avait quelques cas qui ont été reportés. Il y a un papier dans l'American Journal of Human Genetics, mais qui n'est pas ce qu'on lit quand on est hémato en premier, surtout que c'était 3 fœtus avec un syndrome qui s'appelait RUSAT, qui est une soudure entre le radius et le cubitus avec une thrombocytopénie à macrocariocytaire. C'est comme ça que c'est décrit. Et nous, on est tombé sur 6 patients qui avaient une mutation dans un domaine, le SYNZIPER de MECOM. Et en ressortant les dossiers, encore une fois, j'insiste sur la clinique, parce que c'est vraiment... Sinon, quelle est la valeur de ça? Un polymorphisme, on ne sait pas. Sauf que ces patients-là, ils avaient tous le même tableau. Alors, il y en avait un de Lyon, un de Paris, un de Marseille, ainsi de suite. Et en récupérant le dossier, ils avaient tous une aplasie sévère, congénitale. Alors, il y a aussi un seul avait une anomalie de type RUSAT. Ils ont tous eu une aplasie sévère avant l'âge de 1 an. Ils ont tous été greffés. C'est tous des nouveaux, ce qui a du sens parce qu'on ne peut pas vivre avec cette anomalie qui est trop sévère. Donc là, finalement, on est revenu voir les parents a posteriori, et on a vérifié paternité, maternité, et tous ceux chez qui on a pu le faire, c'était une anomalie des nouveaux. Vous voyez, donc c'est un nouveau syndrome, c'était connu pour donner les thrombopénies. En fait, ça donne ces pathologies sévères. Le deuxième syndrome était décrit également, finalement, les gènes étaient connus, c'était ERCC6L2. Donc il y avait 3 cas qui avaient été rapportés par Interjet Docal dans des patients qui se présentaient un peu comme des dyskératoses. Il y a Jean-Pierre de Villartet qui a rapporté un cas avec un transcrit un peu plus long qu'il avait appelé EBO. Et puis, nous, on a eu 7 patients comme ça, dont 2 familles historiques pour lesquelles on se demandait depuis, quand je dis 15 ans, c'est vraiment 15 ans ce qu'ils avaient, une qui est suivie par Régis. Et finalement, on a retrouvé que les membres atteints de la famille, enfin les 2 frères et sœurs d'une famille, et puis pareil de l'autre, avaient les 2 une mutation biallélique. Alors dans une famille c'était homozygote, dans l'autre c'est hétérozygote composite. Mais en tout cas, il y avait ces mutations du gène ERC6L2. Et à nouveau, ça définit un syndrome. Là, c'est plus des tout petits ou c'est plus des monomycètes, mais c'est des patients qui ont une cytopénie intermédiaire avec une propension à développer quand même des myélodysplasies 2. Et là, il y a un papier dans Blood qui vient de sortir où il rapporte des familles avec des leucémies aiguës de type érythroblastique. Vous voyez, donc encore un nouveau syndrome. Et puis donc je reviens sur SAMD9, SAD9L. Ça, c'était vraiment la chose qui était la plus extraordinaire pour nous. Donc on a eu 16 patients qui avaient une mutation soit dans le gène SAMD9, soit dans son homologue SAMD9L. Et les 16 patients avaient quasiment tous une pancytopénie, une monosomie 7, et cette monosomie 7 était fluctuante, voire régressive, et en fait, quand on leur laisse le temps, il régresse. Et donc ce qu'on a vu, alors c'est ce qui est symbolisé par les petites zones grises là que vous voyez, et puis les points, ça représente la pancytopénie. Et donc ça c'est une histoire familiale typique en fait en faisant de la génétique a posteriori, quoi, finalement, en allant voir qu'avaient ces patients, qu'avait leur famille. Le petit patient princeps là avait 2 ans, il avait enfin j'en ai déjà parlé, donc peut-être vous connaissez cette histoire, mais c'est un patient aplasique qui avait une aplasie qui devait être greffée avec une monosomie 7. Puis en fait sa mère avait eu la même histoire, était vue par Elaine Gluckman 20 ans avant. Elle va régresser toute seule et elle est toujours en pleine forme 30 ans après. Et sa sœur avait eu exactement la même histoire. Et on a retrouvé les biopsies médulaires. Enfin, c'était une vraie aplasie, une vraie monosomie 7. Et va très bien également. Et puis en fait, sa mère et l'arrière-grand-mère sont porteurs également de cette même mutation SAMD9L. Et on a un traceur clinique, c'est qu'en fait, ils ont une ataxie avec un nystagmus. Et donc, ils ont une ségrégation du nystagmus, ils ont toute cette maladie. Et donc, ça pose le problème de qu'est-ce que c'est que cette aplasie qui régresse. Et puis là, c'est une série de 24 patients.
travail de Marie Seber, Anna Rimbaud, etc. au laboratoire. Donc en haut, dans le cadran du haut, c'est les mutations constitutionnelles sur la peau, et en bas, c'est les mutations acquises. Et donc, quand ils sont SAMD9, ils mutent SAMD9 en somatique. Quand ils sont SAMD9L, ils mutent SAMD9L. Et en fait, dans notre série de 24, il y en a un seul qui a fait d'autres mutations qui sont accumulées. Et finalement, c'est le seul qui a fait une myodysplasie, une leucémie. Et donc, aujourd'hui, on pense qu'il faut surveiller un peu ces patients comme ça et puis leur donner la chance de pouvoir reverter. Et en fait, encore une fois, ils vont très bien des années après. Alors, donc, ça veut dire que là aussi, on a une histoire naturelle. J'ai repris volontairement un peu le même code couleur que pour le fanconi tout à l'heure. Voyez, on peut décliner ça dans cette maladie. Et donc à la naissance, ils naissent avec une mutation de germline activatrice. Après, ils rentrent en aplasie. En aplasie, ils dévoilent des clones monosomie 7 que probablement ils ont tous. Le clone n'a qu'un ton. Et ensuite, ils font une deuxième vague de mutations somatiques qui prend le dessus. Pourquoi? C'est difficile à dire. Probablement, c'est quand même pas très prolifératif d'avoir une monosomie 7 et d'avoir un vrai revertant. C'est probablement les cellules sont plus vigoureuses. Enfin, toujours est-il que les cellules avec des revertantes prennent le dessus, par un mécanisme de compétition sans doute, sur les patients qui ont une monosomie 7. Et donc aujourd'hui, on ne les greffe pas. Par exemple, il y a une famille à Necker comme ça, où dans la famille, il y a 5 porteurs, et les porteurs font bien. Il y a juste une petite fille qui avait été greffée il y a quelques années. Voilà. Alors, ça, c'est l'image qu'on a déjà vue. Donc, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que chaque mutation décrit un phénotype large. Un GATA2, ça peut se présenter comme une aplasie, mais ça, généralement, c'est comme une prédisposition leucémie aiguë myéloïdysplasie pure. Mais voyez, on a bougé un peu les frontières. À part SAMD9, SAMD9L, il n'y a pas forcément plein de gènes supplémentaires. Je ne pense pas qu'on trouvera plein d'autres gènes. Il y en aura, mais c'est plutôt une queue. On va trouver un patient, 2 patients, 5 patients. Et en revanche, les choses bougent. Il y a sûrement de la génétique un peu plus complexe et on trouve des choses quand même étonnantes avec des patients qui ont plein de polymorphismes sur tout un ensemble de gènes et tous ensemble, peut-être ça fait un phénotype. Et donc voilà, c'est compliqué. Et les bornes, surtout entre la pancytopénie, la dyskératose congénitale, les neutropénies, les thrombocytopénies, les déficiences immunitaires, tout ça bouge. Et on ne sait pas très bien, peut-être parce qu'il y a des gènes modificateurs ou l'histoire dans leur vie, mais pourquoi on va de l'un vers l'autre. Donc on est vraiment dans une phase d'exploration. Alors ça continue à s'étendre. Je montre juste 2 diapos pour terminer, travaux du labo, mais là en l'occurrence avec Alain Sarrazin, et Thierry était impliqué aussi dans cette étude. Alain voyait des patients qui avaient des xéroderma pigmentosum, et puis il y a un effet fondateur, et pour une des mutations, en fait il y a une prédisposition très forte à développer des myodysplasies. Voilà, donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus pour une physiopathologie qui n'est pas encore tout à fait claire d'ailleurs. Et tous ces patients développent en somatique du P53. Ils ont tous des clones P53, et puis ensuite ils vont un petit peu comme dans le Shachman vers ça. Alors, comment on fait aujourd'hui? On a fait beaucoup d'exos, mais on est dans notre pratique quotidienne revenu au panel, un panel updaté, parce que déjà, si vous avez tous les gènes qu'on a trouvés au moins une fois dans 179, on couvre large. Donc on utilise un panel de 62 gènes, c'est ce qu'on appelle la V5 chez nous, qui est un mélange de gènes constites et de gènes somatiques. Ça nous permet de faire en une fois les principaux gènes de prédisposition et puis les principaux gènes de progression tumorale dans les différentes pathologies dont on a parlé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir vers des exomes. Je partage l'avis que les exomes ne couvrent pas très bien. ERC6L2 n'est pas bien couvert, RPL5 n'est pas bien couvert, TER non plus, et ainsi de suite. Donc on navigue un peu entre les deux. Alors en conclusion, il y a un peu trop de conclusions là, mais je vais essayer d'aller aux plus importantes. Plein de patients n'ont pas le syndrome typique. Et je vous redis, c'est pour les patients dont la mutation est causale, pathogénique sans aucun doute. Et dans beaucoup de cas, il n'y a pas de phénotype familial. Donc en hémato, avec un recrutement hémato et pas un recrutement génétique familial, on est confronté à ça et on n'aura pas des trios tout le temps. On essaie autant que faire se peut, mais on n'aura pas tout le temps. Si on utilise les panels, c'est ce qu'on dit, mais Christine et Caroline, ça améliore le diagnostic moléculaire. On va vers des gènes qu'on ne suspectait pas forcément a priori. Posteriori, il y a toujours quelque chose qui laisse penser qu'effectivement ça colle. La reversion génétique peut brouiller le diagnostic, au moins en théorie, en pratique aussi, mais enfin je veux dire, c'est au moins ce risque est là, donc quelque part on est obligé de le considérer quand on a un examen négatif. Et en ça, les fibroblastes aident. Et les fibroblastes en culture, on a essayé de prendre les biopsies cutanées, les couper en morceaux, mais là vous êtes contaminé par des cellules du sang.
l'interprétation des variants et changing, donc on n'a parlé que de ça. C'est cancer prone, donc il faut le surveiller. Et puis, ça, voilà, les deux points dont on a peut-être un peu moins parlé, c'est, enfin celui-là, oui, c'est il y a un need critique d'une expertise multidisciplinaire, de haute qualité, de technologie, pour diagnostiquer les patients et la famille. Ça prend du temps et c'est cher. Et surtout, ça prend du temps. Le coût n'est pas vraiment le problème, c'est surtout que ça prend du temps. Enfin, je sais pas, mais on a du mal, on n'a pas assez de gens formés, ça prend un temps fou. Chaque malade, c'est quelques heures. Et puis, je termine par les problèmes éthiques. Il y a des problèmes évidents. La famille là, de Necker de la semaine dernière, il y a 3 enfants qui sont porteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire de Samdenophel? Ils vont bien, probablement ils n'auront jamais rien. Vous voyez, donc alors il y a des consultations génétiques, mais les généticiens, enfin la consultation clinique pré-génétique ne peut pas répondre à tout non plus. Et donc il y a des vraies problématiques. Donc il faut mettre tous ces patients ensemble. On va avec Thierry, il y a un meeting samedi 9, samedi 9L, où tous les patients vont être mis ensemble pour essayer de comprendre quelle est l'évolution possible, qu'est-ce qu'on doit dire à ces patients. Et donc il y a beaucoup de savoir à acquérir dans les années à venir. Maintenant qu'on a les annotations de toutes ces variants génétiques. Et puis c'est important également donc pour le prénatal et puis pour le CRIP des cancers. Et je termine donc en remerciant l'équipe et puis en particulier enfin, tous ceux qui ont travaillé, Nadia Vasquez qui reçoit tous les prélèvements et puis tous ceux qui nous font confiance et qu'on voit les prélèvements et plus encore ceux qu'on voit au jour le jour. Donc on a vraiment une collaboration très très longue date maintenant avec Thierry, Régis et tous. Voilà. Donc merci pour votre attention.